Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Ujiumvwa. Nyonso angetu bamukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Ce 2 août 2024, la République démocratique du Congo commémore les génocides des crimes commis pour de gains économiques. Cette date fait référence au déclenchement de la guerre de 1998 par la rébellion du Rassemblement congolais pour la démocratie RCD soutenue par le Rwanda. Les activités liées au génocide se sont déroulées ce vendredi dans la ville de Kisangani, province de la Tchopo, en présence de la première ministre Judith Suminwa qui représentait le chef de l'État Félix Tshisekedi. Et sur ce plateau, mesdames et messieurs, je reçois Monsieur Junior Kassongo, secrétaire général adjoint en charge des questions politiques et idéologiques du parti politique Congo Mon Héritage. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous et bienvenue à vous aussi, Monsieur Junior. Merci beaucoup. Bonjour Madame Jaïla. Et je salue aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent. Merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que c'est la première fois et non la dernière fois. Je suis très flatté de partager le plateau avec vous. Congo Mon Héritage, votre famille politique. Effectivement. Le président du parti président politique, national, comment il se porte, votre famille politique? Ouais, le président se porte à merveille. Le président Yvan Mundadi que je salue. Je salue aussi tous les héritiers parce que nous nous appelons des héritiers et héritières. Vous le savez bien, il y a un philosophe qui a dit connais-toi toi-même. Et même la Bible est claire pour dire un héritier qui est encore enfant n'est pas différent de l'esclave. Donc nous au niveau de Congo Mon Héritage, on fait un effort d'inculquer, d'imbiber, d'endoctriner à tous les Congolais, de prendre conscience qu'effectivement nous n'avons qu'un seul héritage qui est le Congo. Aujourd'hui, comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, les Congolais commémorent ces milliers de morts ce 2 août. La cérémonie officielle s'est déroulée dans la ville de Kisangani. Au niveau de votre parti politique, comment vous analysez, comment vous commémorez cette journée du génocide? Merci beaucoup Madame. D'emblée, je veux vous signaler que le président national a fait une déclaration, il a tenu un discours parce que ça entre vraiment dans le cadre de la vision et l'orientation de notre parti. Il y a un discours en commémoration de cette date. Je pense que nous allons décrypter d'un moment à l'autre. Alors pour nous, il y a deux sentiments. D'abord, les sentiments de détresse, de constater que depuis belle lurette, le Congo est devenu je dirais un champ où les prédateurs peuvent venir nous manger comme des carnivores, etc. Ils nous considèrent comme leur chasse gardée, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, nous massacrer, faire tout ce qu'ils veulent. Alors ces sentiments de regret, au même moment un sentiment de révolte. Pourquoi? Parce que vous allez vous souvenir, quand nous aurons le temps de brosser, s'il faut faire un aperçu historique, vous verrez qu'il y a des Congolais qui, par ignorance ou à dessein, ne sachant pas qu'effectivement le Congo était leur héritage, se sont complotés avec l'ennemi. Et aujourd'hui, je dirais, au-delà du fait que nous regrettons, mais nous avons aussi ces sentiments de révolte, ces sentiments de pouvoir voir les choses autrement, ces sentiments de pouvoir dire trop c'est trop. Maintenant, nous devons prendre notre destin en main et tout commence par la prise de conscience, voir que le Congo est seul contre tous. La guerre du 2 août, il suffit de voir la manière dont les différentes colorations ou nomenclatures, on parle tantôt de la première guerre mondiale africaine, de la grande guerre africaine, donc c'est une guerre où 9 pays voisins étaient impliqués. Vous sentez que c'est une guerre qui avait pris une dimension
international. Pourquoi? Parce que le Congo est une chasse gardée, le Congo est considéré comme l'aile du radeau, mais nous-mêmes Congolais, apparemment, c'est comme je le disais tantôt, nous sommes comme des esclaves dans notre propre pays, nous sommes devenus apatrides, nous ne savons pas à quel sens se vouer, et Congo Mon Héritage, par l'entremise de son président, a lancé un message, je pense qu'on va décrypter d'un moment à l'autre, pour conscientiser la population. Oui, voilà, juste que j'allais même arriver à cela, le président Yvan Mundadi qui conscientise sur l'héritage qui nous est commun. C'est son message, conscientiser sur l'héritage qui nous est commun, c'est le Congo, l'héritage. Effectivement. Le fond de son message au Congo. En fait, le fond de son message, c'est plus rien ne sera comme avant, ou quelqu'un pour des raisons, des positionnements politiques, comme nous voyons avec Nanga, cette aventure Nanga Jean-Jacques Mamba, parce que tel n'a pas été élu député, parce que tel a vu ses carrés miniers être je dirais, ses carrés miniers ou ses intérêts économiques mis en cause, et vous irez dans la brousse et personne ne peut applaudir cela. Et on ne peut accéder au pouvoir au Congo que par les voies démocratiques. Et nous, au niveau de Congo Mon Héritage, nous venons tirer la sonnette d'alarme pour dire aux Congolais, ne faisons pas les jeux de l'ennemi. Parce qu'un Congolais qui se complote contre son propre pays n'est pas différent du Rwandais, n'est pas différent du Burundais qui pensent qu'ils peuvent récupérer ces pays. Donc c'est un message, comme je vous l'ai dit, nous avons deux sentiments, des tristesses, mais un sentiment aussi des révoltes pour créer une osmose autour du chef de l'État, le commandant suprême, qui a non seulement dit qu'il était prêt à sacrifier même sa vie pour qu'il y ait le retour de la paix, mais nous voyons aussi dans les actions il est en train de se battre. Et nous, Congo Mon Héritage, nous sommes là pour tirer la sonnette d'alarme, pour dire aux Congolais, nous n'avons qu'un seul héritage, qui est la République démocratique du Congo. Donc nous devons nous placer en ordre de bataille, et tout commence par la prise de conscience. La première arme, c'est d'abord d'être conscient que nous n'avons nulle part où nous devons aller, et que le Congo est notre héritage, et le Congo n'appartient pas qu'à nous, mais le Congolais appartient aussi à ces Congolais qui n'est pas encore nés, au nom de quoi nos aïeux nous ont laissé ce Congo entier, et au nom de quoi nous allons laisser ce Congo morcelé. Donc nous allons nous battre jusqu'à la dernière goutte de sang pour défendre l'intégrité de notre territoire et conscientiser la population congolaise quant à ça. Il faut aussi rappeler que c'est depuis plus de 10 ans, ça n'a pas commencé aujourd'hui la commémoration du Génocide. C'est né d'un mouvement qui aujourd'hui, c'est depuis 2023, l'année passée, que le gouvernement, à travers le régime Tshisekedi, a commencé à commémorer cette journée du Génocide. Mais lorsque le gouvernement commémore cela, doit-on rester dans les commémorations? Pour quelle finalité? Lorsque les Congolais aujourd'hui s'élèvent pour décrier ces milliers de Congolais tombés à cause de nos richesses. Bon, vous savez, madame, un peuple, je pense que l'histoire, elle est très importante dans la vie d'un peuple. Si nous ne savons pas d'où nous venons, nous ne saurons pas non plus d'où nous y allons. Donc, c'était question de se souvenir de cette date. Nous constatons qu'effectivement, il y a eu des dégâts. Mais que faire? Nous n'allons pas rester qu'au niveau de la commémoration. Nous, au niveau de Congo Mon Héritage, au-delà du fait qu'il y a un message du président national, nous avons proposé une solution à 3 niveaux. Parce que cette guerre, le Congo n'a pas de problème, mais le Congo est un problème. Le Congo est un enjeu. Le Congo va au-delà d'être un problème, ça devient un enjeu. Et aujourd'hui, si vous voyez, l'environnement international actuel démontre à suffisance les dangers qui nous guettent. Parce que si nous n'ouvrons pas l'œil le bon, dans les jours à venir, nous allons vivre pire que ce que nous sommes en train de constater. Alors, que faire? Nous, au niveau de Congo Mon Héritage, nous avons une solution à 3 niveaux. D'abord, sur le plan des droits, nous exigeons qu'il y ait une justice transitionnelle pour la République démocratique du Congo, parce que l'année est trop. On a toujours dit ça, mais jusque-là, la justice n'a pas commencé aujourd'hui. Ces réclamations, surtout avec le rapport mapping. Effectivement, mais c'est ce que j'étais en train de dire. Le problème n'est pas de faire une déclaration. Le problème, c'est de faire déclaration et de s'investir. Déjà, de par notre parti, vous savez, nous sommes comme une sentinelle. Nous sommes là pour tirer la sonnette d'alarme et nous revenons avec la même proposition, mais sous une autre façon de voir les choses, parce que nous irons jusqu'au bout de notre démarche.
Et là, j'interpelle les gouvernements en place ainsi que le président de la République pour prendre en considération. Nous n'allons pas que nous arrêter à faire des émissions comme nous les faisons. Nous allons saisir même de manière officielle les autorités compétentes avec notre mémo pour leur dire en tout cas trop c'est trop. Donc si je dois continuer par rapport à ce que j'étais en train de dire, que sur le plan des droits nous exigeons une justice transitionnelle qui est d'abord établissement des responsabilités et la réparation. Ça c'est très important. Parce que si vous voyez aujourd'hui, nous avons eu des tribunaux TPIR et TPIR, les tribunaux de paix pour le Rwanda, les tribunaux de paix pour les tribunaux de Nuremberg pour juger tous ceux-là qui ont eu à participer à la Deuxième Guerre mondiale. Mais si vous voyez le nombre de morts au Congo, ça va au-delà. Le même sang des Congolais qui coule dans nos veines, ce sont le même sang qui coule en Ukraine et ailleurs. Donc, il faut qu'il y ait une justice transitionnelle. Nous allons vraiment taper du poing sur la table. Un tribunal qui sera installé ici en République démocratique du Congo, ou il faut aller à la CPI? Non, un tribunal spécial. Tribunal de paix pour la République démocratique du Congo, comme ce fut le cas avec le génocide rwandais. Pour une justice transitionnelle, et nous voulons réparation et qu'il y ait établissement des responsabilités. Nous voulons voir tous ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, qui ont été impliqués dans tout ce que nous déplorons, soient jugés et qu'il y ait réparation. Deuxièmement, sur le plan militaire, je vois déjà, je dis chapeau au président de la République, nous devons réorganiser notre armée, doter notre armée des moyens suffisants et conséquents, parce que le seul moyen, et notre a dit, la guerre est une continuation de la politique par d'autres moyens. Je pense que nous devons avoir une armée forte, et lorsque nous avons une armée forte, même lors des négociations, nous allons négocier en position des forces. Donc jusque-là, quand vous dites qu'il faut avoir une armée forte, pour l'instant, notre armée... Non, je n'ai pas dit... Donc elle est faible? Non, non plus. Vous savez... Le M23, la partie Est, là, Madame, je peux vous scandaliser. À un moment, il y a eu progression avec le M23. Je peux vous scandaliser. L'armée congolaise, c'est la meilleure armée au monde. C'est une armée qui se bat contre le monde entier. Elle résiste. Ça, je dois vous le dire, la main sur le cœur. Mais le problème, c'est que quand je parle de la réorganisation de l'armée, on doit encore ajouter en termes de moyens logistiques, en termes de rémunération, en termes de motivation, mais aussi les plus grands problèmes, parmi le mot qui ronge, qui font en sorte que notre armée de temps à autre soit surprise, c'est parce qu'il y a l'infiltration. On doit travailler pour exfiltrer jusqu'à la moelle épinière la dernière personne qui serait là en train de faire les lits de l'ennemi. Et si on arrive à faire cela et revisiter maintenant tous les processus de négociation en cours. Par exemple, le dernier dans le processus de Luanda, parce que nous constatons qu'au niveau même régional, nous faisons face à une hypocrisie africaine. On ne sent pas cette unité africaine. Je comprends qu'en relation internationale, c'est une question d'intérêt, parce que certains États africains existent, ne peuvent vivre que lorsqu'il y a instabilité au Congo. Donc nous devons savoir que la solution ne proviendra que de nous-mêmes Congolais. Donc pour aller négocier, nous devons avoir une armée déjà avec toutes ces béquilles. Et puis voilà, nous pouvons revoir ces négociations, que nous n'allons pas négocier en position de faiblesse, mais que nous puissions négocier parce que, quoi qu'il en soit, la politique étrangère a toujours deux pieds. Il y a l'armée d'une part sur terrain et d'autre part il y a la négociation. Et les résultats de la négociation est tributaire de la manière dont l'armée se comporte sur terrain. Donc je pense que ces trois dimensions, c'est parmi les éléments sur lesquels Congo Mon Héritage travaille. Et dans les jours à venir, nous n'allons pas seulement nous limiter à faire des émissions, mais nous irons même saisir les autorités compétentes avec notre cahier de charges et notre mémo dans ce sens. Le génocide des crimes commis pour du gain économique, que faire d'après vous pour mettre fin à cela? Vous avez donné bien sûr qu'il faut, là c'était pour juger les auteurs de ceux qui ont commis des crimes actuellement. Des Congolais, peut-être à l'heure où nous sommes en train de parler, il y a des Congolais qui perdent vie pour nos richesses. Vous avez aussi bien dit ici en la table que la RDC est un Eldorado. D'après vous, comment il faut mettre fin? C'est faire la guerre, comme le veut le chef de l'État, ou bien aller aux négociations, comme on l'a toujours dit, la communauté internationale a toujours proposé, d'autres pays qui nous proposent de négocier, notamment avec nos agresseurs, qui est l'agresseur le plus connu, le Rwanda. Bon, madame, d'abord, avant de répondre à cette question, je veux faire un pas en arrière pour vous dire qu'il y a quand même
des résultats, il y a quand même une amélioration. Pourquoi? Parce que si vous regardez les régimes passés, le Rwanda s'est comporté un peu en potentat. Le Rwanda vraiment s'est tapé. Vous sentez que même quand Kagame est en train de parler, vous sentez que c'est lui qui était à la baguette. Mais aujourd'hui, avec l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous sentez que les lignes bougent. Le Rwanda commence à faire des déclarations. On sent que les lignes ont bougé. Mais maintenant, il faut aller au... Donc, Félix Tshisekedi traite mieux la question sécuritaire que son prédécesseur. Mais vous êtes parmi les grands journalistes de notre pays. Moi, je vous pose la question. Effectivement, je veux. C'est juste, on va se baser sur les faits. Je ne vais pas dire les choses qui me viennent en tête. Je veux vous prouver par les faits. Lorsque le président arrive au pouvoir, les gens disent, voilà, le président a dit à Kagame, mais il était son frère. Mais écoutez, le président, bon diplomate, nous sommes membres de l'Union africaine. Et même notre constitution, aujourd'hui, consacre la vocation africaine, le bon voisinage, tous ces consorts. C'était au nom de ces principes-là que le président pensait qu'avec sa nouvelle façon de voir les choses, on pouvait aller dans une logique de la négociation. Parce que même si vous allez faire la guerre, la négociation n'est pas exclue. Mais on avait déjà prévenu le chef de l'État par le FCC à l'époque, disait qu'il fallait faire attention avec Kagame, il ne faut pas aller avec lui dans cette démarche. Vous savez, lorsque vous parlez du FCC, moi je pense... De bonne foi. Les présidents de la République... Amical pour mettre fin à la guerre à l'Est. Le président de la République, c'est le seul président qui a hérité d'une situation très chaotique. Un trou béant. Et vous-même, vous savez, lors de son premier mandat, c'était une coalition entre États. Il a tout au Congo est prioritaire. Et pendant qu'il il voulait impulser sa manière de faire les choses, vous-même, vous savez qu'il y a eu des grands cajambes, ça et là. Et maintenant qu'il a tous les leviers du pouvoir, je pense que nous allons aller mutantis, et vous verrez que d'ici la fin de son mandat, et nous allons retrouver comment nous aurons gain de cause. Maintenant, pour répondre à votre question, pour savoir que faire, c'est ce que nous, au niveau de Congo Mon Héritage, nous faisons. Tout est question de conscientiser la population congolaise. Aujourd'hui, si vous voyez, tantôt le Rwanda nie le fait que non, ce n'est pas moi, c'est un conflit congolo-congolais. Donc le Rwanda, depuis belle lurette, et là c'est même dans la logique des Occidentaux, parce que c'est une guerre par procuration. Ils veulent tout simplement congoliser ces conflits. C'est-à-dire les Congolais ont mal de positionnement, les Congolais qui sont facilement... corruptibles, qui sont inconscients que le Congo est leur héritage. Et si vous suivez bien tous ces Congolais, la plupart ont 2, 3, 4 nationalités. Et moi, il y a même un professeur d'université qui me disait, à l'époque du régime de 18 ans, un ministre, ils étaient embarqués dans le même avion, ils descendent à l'aéroport Charles de Gaulle, et le ministre prend la direction des citoyens français, et les professeurs par la direction des étrangers. Vous sentez qu'il y a même, à une certaine époque, il y avait certaines autorités au sommet de l'État, mais qui avaient 2, 3 nationalités. Et une personne pareille a la facilité de faire le lit de l'ennemi. Une personne pareille a la facilité d'être en connivence avec l'ennemi. Et nous, au niveau de Congo Mon Héritage, nous faisons un toilettage psychologique, comme aime bien le dire son président national, conscientiser le peuple congolais, renforcer le pouvoir de l'État. L'État doit être craint. Lorsque nous parlons... S'il vous plaît, lorsque vous dites qu'il faut conscientiser la population, avec quel message? Vous savez, est-ce que vous pensez que les Congolais ne sont pas suffisamment informés sur les enjeux de la guerre à l'Est, notamment de ces génocides que l'on commémore aujourd'hui? Moi, je pense que peut-être prochainement, on aura une émission mieux élaborée pour vous expliquer tous les contours de notre projet de société. Mais parmi ce que nous avons constaté, je voudrais même vous ouvrir une parenthèse. Je vais parler de notre système éducatif. Aujourd'hui, nous tous, on peut parler bien de Socrate, on peut parler bien de tous ces auteurs étrangers, mais la plupart des Congolais, quand je venais, quelqu'un me dit, ah, vous sentez déjà. Mais c'est un étudiant. Tout ça pourquoi on doit commencer. Il y a beaucoup d'étapes, entre autres, réformer notre système éducatif. Parce qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire, c'est un peuple qui se perd. Un peuple qui n'a pas de repères. Et on a des repères en se basant sur la situation géo-historique d'un pays. Conscientiser. Il y a tout un programme de veille de conscience que nous, au niveau de Congo Mon Héritage, nous allons mettre en place dans les jours à venir. Et nous n'allons pas nous arrêter
conscientiser, mais nous allons, comme je vous ai dit tantôt, nous avons tout un cahier de charges à soumettre aux autorités du pays. Comment faire pour mettre, il n'y a pas que la guerre, il y a la question liée à la bonne gouvernance. Donc dans tous les secteurs de la vie nationale, nous avons un projet, nous avons une meilleure offre politique pour que les choses puissent changer. Donc je pense que pour mettre fin à ça, il faut commencer par conscientiser, renforcer la justice, et l'État doit être craint. C'est ça. Moi, je pense que nous étions parmi ceux qui étaient pour les rétablissements de la peine de mort. Ça, c'est très important et je pense que ça peut avoir un caractère dissuasif. Et si l'État n'arrive plus à dissuader, tout le monde va se comporter. Ben, il y a un procès, hein, le procès Nanga et consort qui se déroule. Oui, je pense que c'est les débuts. Tout commence le ministère public a déjà requis la peine capitale. Et effectivement, coup de chapeau à notre justice, je pense que c'est quand même un bon début. Pour ceux-là qui pensent qu'ils peuvent critiquer, nous au niveau de Congo le Héritage, nous ne critiquons pas seulement, mais nous venons avec des propositions. Qu'ils viennent aussi avec leurs contre-propositions. Donc je pense que c'est déjà un bon début, mais on doit aller au-delà. L'État doit atteindre une dimension dissuasive. Donc on doit craindre l'État. L'État est appelé comme un monstre froid. Mais au Congo, vous voyez, quelqu'un peut se réveiller un bon matin, il va créer une rébellion. Mais si vous sentez, il y a toujours des ramifications avec certaines autorités mieux placées. Et je pense que si, comme j'ai parlé tantôt de l'exfiltration, je pense que ça peut jouer un grand rôle. Et ce n'est pas quelque chose que nous allons faire du jour au lendemain. Et c'est une question qui demande l'accompagnement de tous les Congolais afin que nous puissions atteindre cette fin. Je pense que chaque chose a un début, une fin, avec la volonté du chef de l'État, à notre accompagnement et la conscientisation. Et je vois que le peuple congolais commence à prendre conscience du danger qui nous guette. Et si nous nous hasardons à criailler autour de positionnements politiques, nous risquerons vraiment de regretter. Et nous, au niveau de Congo Mon Héritage, nous tirons la sonnette d'alarme pour que pareil chose ne puisse plus se reproduire. Par rapport à cette guerre du génocide congolais, on dit qu'il y a aussi cette main des multinationaux qui alimentent cette guerre à l'Est. Est-ce que lorsqu'il faut aussi dénoncer, doit-on aussi commencer à pointer du doigt, faire de manifestations? Les Congolais aussi doivent commencer à manifester contre ces multinationaux, notamment pour mettre fin à cette guerre, parce que le Rwanda serait juste le sous-traitant. Effectivement, madame, c'est ce qu'on appelle l'opinion publique. L'opinion publique a un rôle très important, même dans l'histoire du monde, même de notre pays. Vous sentez que l'opinion publique, on parle de groupes de pression, ça a toujours joué un rôle très important. Mais maintenant, le problème, c'est à quel niveau? Comme je vous ai dit tantôt que le Congo est un enjeu, ça demande une certaine ingéniosité d'abord au niveau de nos dirigeants. Nos dirigeants doivent savoir quelle est la place qu'occupe la RDC dans la géopolitique mondiale. Que représente le Congo? Et lorsque nous sommes dans une campagne d'éveil de conscience, nous le faisons de manière générale, globale et globalisante. Nous devons d'abord savoir qu'il y a les sociétés multinationales d'une part, il y a les grands... Aujourd'hui, il y a des États en Afrique qui ne peuvent vivre que lorsqu'il y a instabilité au Congo. Mais tout est question de renverser la tendance. À une certaine époque, en Afrique ici, le président Mobutu, c'est lui qui faisait un peu la loi au niveau de l'Afrique centrale. Parce que là, c'était un contexte bien donné. Nous étions pendant la guerre froide et il y avait bipolarité. Et le président Mobutu, et bien évidemment, il s'est comporté en potentat tout simplement parce qu'il était là en tant que représentant des Occidentaux pour éviter que d'autres pays au niveau de l'Afrique centrale puissent basculer dans l'obédience communiste. Et il a été doté de tous ses pouvoirs. Et avec l'évolution du monde, nous ne sommes plus dans le même contexte. Donc il nous faut tout simplement une politique étrangère adaptée au contexte actuel, essayer de voir avec nos partenaires. Parce que nous avons 9 voisins, c'est naturel. La RDC ne peut pas vivre en vase clos, ne peut pas vivre en autarcie. Nous sommes dans l'obligation de coopérer, mais coopérer comment? Nous devons coopérer dans le sens à ce que nous puissions faire une négociation gagnant-gagnant. Mais tout cela demande à ce que nous puissions d'abord être souverains et la souveraineté. Ici, avec tout ce corollaire, entre autres, nous devons avoir la capacité de défendre notre intégrité territoriale. Nous devons avoir la capacité de prendre des décisions avec qui négocier, comment, pourquoi et quand.
Donc tout ça, c'est question que même au niveau de nos dirigeants, qu'ils prennent conscience du danger. Et lorsque vous êtes responsabilisé, aujourd'hui quand je vois quelqu'un qui est nommé ministre et consort en train de festoyer, je me dis que la personne ne fera rien. Être responsable dans un pays comme la RDC, c'est une lourde responsabilité. Donc nous sommes là, quoi que nous sommes de la majorité présidentielle, mais nous sommes là, nous ne sommes pas là pour applaudir juste pour applaudir. Non, non. Nous sommes là pour critiquer lorsque les choses ne marchent pas et venir avec des contre-propositions. Et je pense qu'avec une bonne gouvernance, avec une armée vraiment restructurée, une armée dotée de tous les moyens matériels et consorts, je pense que même les multinationales, parce que les multinationales travaillent par État interposé, et lorsque ils vont sentir que nous avons la force des canons qui répond, je pense qu'ils viendront maintenant vers nous pour négocier. En ce moment-là, la RDC sera ouverte à toutes ces négociations. Mais s'ils peuvent venir négocier, mais le chef de l'État un jour l'a dit à l'ONU qu'il faudrait des négociations, il faudrait échanger avec, comment dirais-je, faire ce partage, faire un partage gagnant-gagnant par rapport aux minéraux à l'Est, au lieu de passer toujours par le Rwanda. Est-ce que cet appel du chef de l'État a été rejeté? Je pense que, comme je le disais tantôt, qu'en politique... Pourquoi ces gens ne viennent pas directement négocier avec la RDC pour travailler, pour traiter, pour avoir ces minéraux qui bénéficient, qui bénéficient pour l'ensemble de la population de la planète Terre? Donc moi je pense que c'est question d'intérêt et c'est question du contexte. Comme j'étais en train de dire tantôt, je fais allusion au contexte de l'ancien président, le fait Mobutu, c'est un contexte de la bipolarité. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte multipolaire avec la mondialisation et consorts. Il y avait déjà un système qui était enraciné. Un système où on devait armer les nationaux par État interposé. C'est un système qui est juteux, je pense. C'est un système qui leur apporte mieux. Mais maintenant, pour renverser la tendance, il faut qu'il y ait une ingéniosité, comme j'étais en train de dire. Il faut qu'il y ait un travail. Ceux qui sont à la commande doivent prendre conscience de cette lourde responsabilité, parce que c'est pas facile. Félix Tshisekedi le fait. Effectivement, vous savez, aujourd'hui le président Félix Tshisekedi se retrouve presque seul, si vous voyez la manière dont les choses se font, se retrouve presque seul devant les destins de la République démocratique du Congo. Et nous, au niveau de Congo Mon Héritage, on a pris conscience que le président de la République avait besoin, n'est-ce pas, de gens qui peuvent l'accompagner. C'est pourquoi il faudrait, lorsque je parle de la bonne gouvernance, tout cela implique, ça va toujours dans le même sens. Vous pouvez imaginer, avec tout ce que nous déplorons, mais vous allez écouter qu'on a détourné la ration des militaires. On a détourné donc ces multinationaux, je veux arriver, tout ça ils craignent le manque du sérieux au pays, ils se disent qu'on va venir là-bas après. L'argent qu'on va investir risque d'être détourné. Manque du sérieux, c'est un peu trop dur, mais je pense qu'il nous faut quand même une organisation à la hauteur, parce que c'est question de faire une nouvelle ordre politique. Vous avez vu le président de la République faire autant de voyages lors de son premier mandat. Pour ceux qui ne connaissent pas les rouages de la pratique de la politique internationale ou encore de la politique étrangère, ils ont considéré que le président était en train de faire le tour du monde par plaisir. Non, non. Vous savez, c'est un système qui était enraciné et ça demande que nous puissions présenter une nouvelle offre politique à la hauteur. Mais je peux vous dire que les lignes bougent. Vous sentez qu'aujourd'hui, il y a quand même certains États, non seulement qui commencent à dénoncer, mais il y a aussi des sanctions. Ah, c'est des sanctions. Il y a des sanctions ciblées. Des sanctions ciblées, mais jusque-là, il y a des dénonciations. Le pays, la RDC ne cesse de pointer le Rwanda, mais la communauté internationale, les Nations Unies, on ne sent pas, il n'y a pas de sanctions fortes contre notamment le Rwanda, le pays agresseur, dénoncé même par les Nations Unies et aussi de l'Ouganda. Donc je pense que l'idéal n'est pas de s'arrêter qu'au niveau de la dénonciation des sanctions ciblées. Mais c'est déjà une étape vers une autre la plus meilleure. Mais on a vu avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, les sanctions qui sont tombées sur la Russie.
à cause de cette guerre. Mais pourquoi de notre côté? Est-ce que c'est comme un peu l'opposition qui pointe du doigt du régime, dire que bon, il y avait plusieurs voyages du chef de l'État, mais c'est une diplomatie agissante qui n'a pas bien fonctionné, parce que jusque-là, on voit qu'il y a le M23, il y a eu création de l'AFC de Corneille Nangaa. Non, en fait, lorsque vous parlez de l'opposition, je ne sais pas s'il existe encore une opposition dans notre pays. L'opposition n'existe pas. Ce sont juste des personnes à mal de positionnement, juste des personnes qui n'ont pas d'argument et ils se considèrent comme... Bon, c'est leur point de vue, hein, dire qu'il y a eu trop de déplacements du chef de l'État par rapport à cette crise, mais on ne sent pas... Comparer la situation ukrainienne et la situation congolaise, les contextes n'est pas le même. Non, en termes de sanctions, dire qu'il fallait aussi qu'il y ait de sanctions contre le Rwanda. Je voulais arriver. La guerre au Congo, c'est une guerre tellement complexe, avec beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte. Et avec plusieurs acteurs, puissance ancienne, nouvelle, en gestation, en positionnement. Donc vous sentez que c'est tellement complexe qu'il faudrait aller mollo mollo. Déjà, lorsque aujourd'hui nous atteignons les stades où il y a non seulement des dénonciations, il y a des sanctions ciblées et le président n'a pas croisé les bras et le gouvernement non plus. Ok, nous sommes les gouvernements en place est en train de travailler là-dessus pour que nous puissions aller à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est que vous avez besoin des richesses du Congo, venez par la grande porte. Et tout cela sera possible comment? Quand ils vont sentir que leur canon, la manière dont ils utilisent pour arriver, ils n'ont plus cette faveur, ils n'ont plus cette capacité, et tout cela passe par la réorganisation de l'armée telle que le gouvernement est en train de se battre sous l'impulsion du chef de l'État, l'exfiltration et surtout la prise de conscience. Parce qu'aujourd'hui, à une certaine époque, il y avait la notion du citoyen soldat. Chaque Congolais doit se sentir impliqué. Nous, au niveau de Congo Mon Héritage, nous avons pensé que on doit arriver à la création d'une nation, de vouloir vivre ensemble. Moi, je suis à Kinshasa, mais ce qui arrive à l'Est de la République doit me toucher directement. Et lorsque je me sens concerné, j'aurai la facilité de dénoncer. Parce que tout est question de dénoncer. Cette guerre-là a toujours une coloration congolaise. Pourquoi? Parce qu'on n'utilise que le propre national. Mais à côté de ces Congolais-là, il y a un Congolais qui pouvait bien dénoncer pour arrêter cette hémorragie, mais par manque de conscience, par ignorance de comprendre que le Congo était leur héritage, et aujourd'hui nous sommes en train de déplorer. Donc c'est un travail. Dire que non, oui, on négocie. Non, ce n'est pas une étape à négliger, parce que en son temps, nous n'avions pas vu cela. C'est grâce à la diplomatie agissante du président de la République qu'aujourd'hui nous avions été cette étape, et nous ne nous arrêtons pas là-bas. Nous irons maintenant vers une autre étape jusqu'à ce que nous allons vraiment récupérer tout ce qui nous revient, et tous ces États, tous ces multinationaux seront obligés de venir traiter avec nous. Donc c'est un processus qui s'étend dans la durée, et il faut qu'il y ait des accompagnements. Et la population doit jouer un rôle très capital dans ça. Par rapport à ce crime, le génocide congolais, le gouvernement congolais a créé un cimetière à Kibati, au Nord Kivu, pour enterrer tous ces morts. C'était suite au bombardement du M23 au camp de déplacés en mai. Mais il y a eu certaines opinions qui étaient contre comment le gouvernement peut créer un cimetière pour enterrer ses victimes. Vous pensez qu'avec ce cimetière du Génocos, c'est une bonne idée? Madame, je vous ai dit que dans la vie d'un peuple, l'histoire a un rôle très important. D'abord, ce n'est pas une création congolaise. Si vous allez sous d'autres cieux, il y a même des cimetières aujourd'hui qui sont devenus comme des lieux touristiques, pas parce que ça fait la beauté du pays, mais parce que lorsque on arrive à cette période, ça est en train de raviver cette hargne-là de vouloir se battre jusqu'à la dernière goutte de sang pour dire que pareille chose ne puisse plus arriver. Alors dire qu'on a créé les cimetières, certaines opinions, bon, nous sommes en démocratie, chacun est libre de donner son opinion, mais personnellement je pense que ça a plus une connotation historique et une connotation beaucoup plus morale.
Dans quel sens? Ça va toujours dans le même sens avec notre Congo au niveau de Congo Mon Héritage. Lorsqu'on dit le 30 juin 1960, il y a eu indépendance, il y a eu un certain Patrice Emery Lumumba qui était à fleur d'âge, qui pouvait aussi se comporter comme tout jeune. Il était beau, il avait aussi étudié, il pouvait aussi être dans des gandas en train de prendre quelque chose, il pouvait être là derrière les filles, parce qu'il était encore jeune, il avait l'eau et le sang. Mais il a dit, malgré mon jeune âge, je dois m'investir pour que mon pays accède à son indépendance. Ça, c'est de l'histoire. Et lorsque nous arrivons à cette date-là, nous aussi, pourquoi nous continuons toujours dans la même logique? On se considère jeune, mais Lumumba fait, donc nous aussi on peut faire. Donc ça, plus un sens historique et interpellatif pour raviver encore cette arme, de pouvoir mieux faire, de parachever les combats. Parce que le grand problème, c'est qu'il faut qu'il y ait des relais. C'est pourquoi nous, au niveau de Congo Mon Héritage, nous parlons même du renouvellement de la classe politique qui va au-delà du changement des personnes. Parce que lorsqu'on parle du renouvellement de la classe politique, les gens pensent que tel doit quitter et l'autre doit remplacer. Non. Les changements, le renouvellement de la classe politique, c'est d'abord le renouvellement du narratif. C'est venir avec une nouvelle offre politique basée sur l'amour du Congo. Dire que c'est le Congo qui est notre héritage. Et sur base de tous ces éléments réunis, que nous pouvons faire bloc. Donc dire que ces cimetières a été... Non, ça, lorsque on voit ces cimetières, lorsque nos forces armées vont de temps à autre passer à côté de ça, va les raviver cette arme de pouvoir se battre. Que ceux qui sont enterrés, ce sont nos frères congolais qui n'ont rien fait. Tout simplement, ils sont morts parce que Dieu nous a donné ces richesses et nous avons tout intérêt à se comporter autrement pour éviter qu'il y ait pareille situation. À cette date du 2 août, il y a eu des mouvements citoyens déjà qui voulaient que ça reste juste une commémoration et une journée normale. Faut-il que le 2 août devienne une journée fériée? Bon, le problème, moi je pense que être un jour férié ou ne pas être un jour férié, le problème n'est pas à ce niveau. Le problème c'est que quelle est la symbolique que nous dégageons de ces jours? Mais quand c'est férié, il y a plus, il y a plus cette symbolique. On voit que les gens ne sont pas allés travailler parce qu'ils sont en train de commémorer ces morts. Ça, c'est aussi une opinion que nous ne pouvons pas aussi négliger. Ce sont des Congolais comme nous qui peuvent réfléchir. Mais moi, je veux plus m'appesantir du côté symbolique. Quelle est la symbolique? Parce que c'est bien bon. Ça peut devenir un jour férié, oui. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons de ce jour? On doit plus travailler sur le côté symbolique. Quelle est la symbolique? Qu'est-ce que, lorsque nous arrivons le 2 août, nous en tant que Congolais consensueux, ça nous interpelle quoi? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que les autorités en place doivent faire pour que pareille situation ne puisse pas arriver? Donc le problème, ce n'est pas en créant ce jour comme étant un jour férié ou non, mais le problème c'est que quel est le contenu sur le plan sociologique, sur le plan du vouloir vivre ensemble en tant qu'une nation? Ça nous interpelle quoi. Non, vous n'êtes pas partant que ça soit une journée? Non, je n'ai pas donné ma position. J'ai dit que ce sont des Congolais qui se sont exprimés, mais moi le plus important, c'est que nous donnions un contenu, une symbolique dans ça. Si on trouve qu'après le contenu que nous avons... Le contenu, on cherche que justice soit faite, que les auteurs de ces génocides soient un jour interpellés, qu'il y ait réparation des victimes. Effectivement, mais apparemment, moi je suis dans la même logique que tout le monde. Mais mon problème, parce que nous avons des jours fériés, mais vous sentez que c'est presque le même chose qui reviennent. Alors, dans la logique de même cause produisant le même effet, nous devons travailler dans la logique d'abord, non seulement de donner un contenu, mais travailler pour la matérialisation de ces contenus. Quelle est la symbolique? Quelle représente cette date? Aujourd'hui, vous voyez même les débats en France, par exemple, sur les joueurs qui jouent en équipe nationale. Il y a certains États qui sont fiers de leur histoire, qui sont fiers de certaines dates. Ce sont des dates qui sont ancrées dans l'imaginaire collectif de tout citoyen. Et nous, au niveau de la République démocratique du Congo, nous devons atteindre cette dimension. La dimension de se sentir Congolais, la dimension de se sentir premier responsable pour défendre son État où nous nous trouvons. Et je pense que lorsque nous allons atteindre cette dimension, on n'aura même pas besoin d'avoir 40, 50
jours fériés, mais on va plus travailler sur que faire. Ces jours nous rappellent quoi? Quelles ont été les responsabilités? Quelles ont été les erreurs commises par ceux qui nous ont dirigés avant? Comment faire pour que pareille situation ne puisse pas arriver? Donc moi je pense que je ne donne pas une position par rapport au fait que ça doit être un jour férié ou non, mais moi je veux que ça puisse, les côtés... les vouloir vivre ensemble, quel est l'imaginaire collectif que nous nous créons? Parce qu'un État, c'est d'abord l'imaginaire. Donc, maintenant, on doit créer le contenu. Quel doit être le contenu alors de cette journée? Les contenus, en tant qu'internationaliste, je vais vous donner juste quelques exemples. Aujourd'hui, lorsque un Israélien meurt, lorsque l'État palestinien largue une bombe en Israël, une personne mourrait, l'État israélien, pour se sentir à l'aise, il doit non seulement rétorquer, mais qu'il faut y ait plus de morts ou plus de dégâts que ce que l'État palestinien a fait. Je ne sais pas si vous comprenez cette dimension. C'est-à-dire, un peuple, c'est d'abord l'imaginaire collectif. Comment nous pensons le Congo? Comment nous conjuguons le Congo? Et lorsqu'on parle même de la vision, oui, la vision. Quelle est la philosophie politique propre aux Congolais? Quand on parle du développement, quel est le développement selon nous les Congolais? Lorsqu'on parle de faire la guerre, oui, on va faire la guerre par rapport à quel modèle? Quel est le modèle éducatif congolais? Quelle est la diplomatie propre? Parce que lorsqu'on définit même une politique étrangère, on tient compte de tous ces éléments, des facteurs, la démographie, tout ça et consort. C'est ça. Donc nous devons arriver à atteindre cette dimension. Et il y a même certains États qui vont plus loin même dans leurs films. Si vous avez le film des commandos qui est allé faire au Vietnam, c'était juste pour laver l'image du fait que les Américains avaient trouvé la défaite au Vietnam. Comment faire? On va faire le film toi-même, tu vois. Ip Man a fait les films avec beaucoup de nationalités. Il les a battus. Mais lorsqu'il a tourné un film avec Mike Tyson, ils ont fait match nul. Pourquoi? C'était une image pour dire que non, les Américains ne peuvent pas échouer face aux Chinois. Et ça, c'est un collectif. Et chaque Américain, là où il se retrouve, il se sent supérieur. Il se sent une grande puissance. Et nous, les Congolais, c'est les dates comme celles d'aujourd'hui, doivent nous appeler à atteindre cette dimension spirituelle, cette dimension physique, de comprendre que non, c'est le grand Congo, nous devons nous battre pour ça. C'est ce qui est plus important, à lieu d'avoir des journées fériées sans contenu. Monsieur Junior Kassongo, nous arrivons à la fin de notre émission, mais avant de chuter en une minute, par rapport à la situation sécuritaire à l'Est, le chef de l'État s'était donné ce défi-là. Il a même dit qu'il dirait qu'il a réussi son mandat s'il mettait fin à la guerre à l'Est. Il en est en son 2e. Vous pensez que Félix Tshisekedi réussira ces grands défis de stabiliser, de ramener la paix dans la partie Est du pays? Je pense que, merci beaucoup pour la question. C'est vous qui me posez des questions. Et si nous allons toujours dans la logique de réfléchir dans la manière dont vous me posez la question, le président Félix va passer, il n'y aura rien. Et c'est lui qui va les succéder. On verra qu'on a toujours tendance à pleurer nos prédécesseurs. Pourquoi? Parce que nous pensons que la question sécuritaire, c'est une question éminemment consacré au chef de l'État. C'est lui qui doit... C'est lui le garant de la nation. Je vais arriver. C'est lui qui a les bâtons magiques, qui peut taper. C'est le garant. Moi, je pense que le président Félix Tshisekedi Tshilombo arrivera à sa mission, à son credo qu'il a promis aux Congolais, qu'avec l'accompagnement de tous les Congolais, que nous soyons, quoi que nous fassions, où que nous nous trouvons, nous devons mettre la main dans la pâte pour l'accompagner. L'accompagner comment? Je commence au niveau du gouvernement. Vous êtes responsabilisés. Il faut qu'il y ait une bonne gouvernance. Ceux qui se battent, nos vaillants héros, doivent être très bien rémunérés. Tout est question de la bonne gouvernance. Doivent être dotés de matériel adéquat pour faire face à l'ennemi. Dénoncer toute forme d'infiltration. C'est très important. Et c'est là où j'en appelle à la conscience de tous les Congolais. Un général peut venir vous soudoyer avec quelque chose pour dire que voilà, faites ceci, faites cela. Vous devez dire non, non, je suis héritier. Un héritier ne peut pas vendre son héritage comme ça. Donc le président Félix ici, si on veut parler en termes d'héritage, comme nous sommes dans Congo, mon héritage, le président Félix c'est comme un liquidateur. C'est quelqu'un qu'on a placé pour nous représenter
ok? Mais nous devons aussi l'accompagner. Et l'accompagnement commence par la dénonciation. L'accompagnement commence aussi par mettre la main dans la pâte. Donc, il y a des responsabilités à tous les niveaux. Au niveau du gouvernement, ils sont responsables, ils savent, il y a tout un programme mis en place. Au niveau de l'armée, nos généraux, nos lieutenants qui font derrière jusque-là un très bon travail. Mais il faudrait commencer par exfiltrer jusqu'à la moelle épinière, et avec l'accompagnement de tous les Congolais, je pense qu'ensemble, le président de la République, et ça ne sera pas la réussite que du président de la République, mais ça sera la réussite de tout un peuple. Et nous serons vraiment joyeux, contents et fiers d'appartenir à cette grande nation dont Bénin. Monsieur Junior, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. La caméra qui est juste devant vous, les Congolais vous écoutent. À l'occasion de cette journée du 2 août, date où nous commémorons le génocide congolais, des crimes commis pour de gains économiques, quel est le message en 30 secondes que vous apportez à ces Congolais de l'intérieur du pays et aussi de l'extérieur? Merci beaucoup Madame Jaïla. Je n'ai qu'un message qui est très court, mais un message qui doit s'inscrire dans la durée. C'est un message de conscientiser tout le Congolais, de considérer que le Congo est notre héritage. Et pour rien au monde, nous pouvons hypothéquer ce pays. Pour rien au monde, nous pouvons être là, observés comme étant des contemporains ou complices de la destruction ou encore de la balkanisation de notre pays. Nous devons faire bloc. C'est vrai, nous devons, même un papa qui n'a pas de dents, même un papa qui a des problèmes, mais devant l'ennemi, devant les visiteurs, on ne peut pas parler mal de papa. Opposition, pouvoir, société civile, faisons bloc. L'héritage est le Congo est notre héritage. Nous devons avoir la diversité, mais dans l'unité. Parce que pour parler tel que nous sommes en train de faire, pour être opposants, pour être qui que ce soit, nous appartenons à un territoire donné. Nous devons nous battre, accompagner les chefs de l'État et éviter la trahison, dénoncer, et chacun doit être responsable et savoir que nous n'avons qu'un seul héritage qui est le Congo. Alors, nous tous, nous sommes des héritiers, nous devons travailler pour la préservation de l'intégrité territoriale, mais dans la main, je pense que nous allons gagner cette bataille. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons longuement parlé sur ces génocides, ces milliers de morts, où aujourd'hui nous Congolais, nous commémorons ces Congolais qui sont tombés, qui meurent chaque jour à cause de nos richesses, nos ressources minières. Nous appelons à l'unité, nous appelons à la cohésion, mais aussi à soutenir nos FARDC qui sont au front pour préserver l'intégrité du territoire national. C'est ainsi que prend fin cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique, Shadrach qui a été à la régie. Et je vous retrouve la semaine prochaine et bon week-end. Listening. À l'écoute. Yo Kamela Kusikiliza Uji umvwa nyonso ngetu bamuke wa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer.